get you out of my mind. It's like I feel it for. Hello. Pour contextualiser, pour expliquer aux auditeurs, Eva est donc une personne de mon réseau LinkedIn. J'ai trouvé son profil hyper intéressant, que ce soit son parcours académique et son parcours professionnel. À l'heure actuelle, si je ne me trompe pas par rapport aux informations qui sont sur LinkedIn, elle est donc journaliste à son compte. Elle travaille notamment pour CNN, pour Libération. Et donc, je vais laisser Eva se présenter brièvement. Je suis journaliste indépendante. Je travaille aujourd'hui pour plusieurs médias, parfois connus, parfois beaucoup moins. Je développe aussi mes projets plus personnels, toujours dans le journalisme ou l'écriture. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique que je trouve hyper inspirant parce que tu es notamment partie à l'étranger au sein d'un pays anglophone. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi? Oui, bien sûr. Alors, en fait, j'ai commencé des études de droit à Paris, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et là, j'ai donc étudié le droit pendant 7 ans. J'ai fait un master de droit des affaires internationales et puis l'école du barreau. Donc, tu es avocate? Oui, donc je suis avocate, en effet, puisque j'ai passé le barreau et j'ai d'ailleurs exercé en tant qu'avocate pendant 2 ans. D'accord, j'explique juste, donc je prends une seconde pour expliquer aux auditeurs pourquoi j'ai demandé ça. Donc parce que les auditeurs, j'en ai de tout âge sur la chaîne Apprendre l'anglais by Larissa, et notamment des plus jeunes. Donc quand on passe une licence ou le master, on est juriste, et après il faut passer le concours pour être avocate. Donc voilà pourquoi je vais poser la question à Eva. Je te laisse poursuivre donc sur ton parcours académique. Ça, c'était mon parcours, on va dire, de base. J'ai stoppé en fait cette activité assez rapidement parce que j'ai exercé jusqu'à 2 ans. Et je suis partie en voyage pendant 1 an. Et en rentrant, je me suis inscrite à l'université à nouveau, à Londres, et cette fois pour faire un master de journalisme international que j'ai donc fait à l'université de Brunel à Londres. Comment ça s'est passé cette année-là pour toi, tes rencontres, le niveau d'anglais? En fait, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, j'ai choisi cette université parce que c'était une université jeune. Le campus existait depuis pas hyper longtemps et j'avais envie de quelque chose d'assez dynamique. D'accord. Et le fait de choisir un master de journalisme international a fait que je me suis retrouvée qu'avec des internationaux, donc avec d'autres étrangers, on va dire. Et d'accord. C'était hyper enrichissant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, en termes de niveau d'anglais, le niveau d'anglais qui est demandé à l'entrée du master est quand même très élevé. Hein. C'est quasiment le plus haut niveau du TOEFL ou de l'IELTS. Ouais. L'IELTS, ouais. Je sais même pas. Franchement, je crois que celui-là, j'ai jamais passé, mais donc voilà. Après, évidemment, le niveau est demandé, il est excellent, surtout qu'on est déjà en master. Le niveau d'anglais est moins exigeant quand on entre au tout début de l'université là-bas. Donc voilà. Et puis après, bon, évidemment, quand on sort d'un an d'anglais écrit, parlé, écouté, voilà, c'est sûr qu'on a un niveau qui est proche de la perfection, quoi. Juste pour parler stratégie, parce que c'est vrai qu'en master, pour entrer dans une université anglophone, le niveau est demandé et très élevé, mais la stratégie serait peut-être de commencer post-bac, parce qu'on est déjà rentré dans le cursus anglophone, et le niveau IELTS, je pense qu'il est un peu plus bas, demandé pareil pour le TOEFL, et puis après, ils ne redemandent pas le concours, donc on est déjà rentré dans l'institution. Oui, voilà. C'est ça, exactement. Ou alors, moi, c'est ce que j'ai fait, puisque, après, je l'ai pas pensé en termes de stratégie, mais c'est vrai que j'ai habité une petite année à Londres avant, en fait, quelques années avant. Alors, je n'avais pas pensé en termes de stratégie pour ces études-là, mais c'est vrai que la raison pour laquelle je suis allée m'installer à Londres la première fois, c'était quand même pour avoir un très bon niveau d'anglais, et finalement, c'est ça qui m'a servi après pour pouvoir rentrer en master, quoi. C'est-à-dire, j'avais déjà le niveau suffisant, je m'étais installée là-bas quelques temps avant, quoi. C'est un bon conseil aussi. Aller visiter, aller faire une année sabbatique ou 6 mois au sein d'un pays anglophone pour apprendre. Voilà, c'est ça. Puis là-bas, c'est vrai que c'est quand même très simple de trouver un petit boulot. Donc, on pose ses valises, on trouve un petit boulot et puis voilà, quoi. Carrément. Par rapport au métier de journalisme, j'ai vu que tu avais travaillé dans différents pays. Comment ça s'est passé pour toi? Quelle était la langue utilisée? Est-ce que tu parles d'autres langues? J'ai posé beaucoup de questions, mais je
cette expression? Oui. Alors, j'ai pas mal voyagé de façon générale et pour le journalisme aussi, en particulier, ou en général. Je pense que moi, j'ai toujours eu envie de voyager, toujours envie de découvrir et c'est assez logique avec le métier que j'exerce aujourd'hui. Pour moi, le métier de journaliste, c'est vraiment un métier de curiosité et c'est ce que j'ai avec les langues aussi. Je suis vraiment passionnée par les langues étrangères et quelles qu'elles soient presque, même si évidemment, il y en a qui m'attirent plus que d'autres et puis on peut pas tout apprendre, donc il faut choisir. Et c'est vrai que dans le cadre de ces voyages, l'anglais m'a évidemment toujours beaucoup apporté. Après, je parle aussi couramment italien, puisque j'ai fait une partie de mes études de droit en Italie. Et puis, donc là, en ce moment, j'apprends l'espagnol, puisque moi, j'étais dans le côté germanophone des élèves au collège et au lycée. Donc, j'ai appris l'allemand, mais j'ai jamais appris l'espagnol. D'accord. Donc là, si tout va bien, B2 d'espagnol l'année prochaine. Félicitations, voilà. Génial. Hein. En combien de temps? Merci. Ça prend quand même quelques années, parce que là, c'est quoi? C'est la 3e année que je fais des cours. Après, c'est des cours. Ça va, à niveau B2, c'est bien, hein. Oui, alors c'est aussi parce que il faut quand même savoir une chose, c'est que plus on apprend des langues, plus c'est simple de les apprendre. Exact, c'est vrai. Que tout vient plus facilement, si les structures sont quand même plus dans la tête. Et puis en parlant couramment italien, franchement l'espagnol, c'est relativement simple. Après, ça mélange parfois les choses, mais c'est aussi quand même tellement proche, tellement similaire que ça aide. Carrément. Après, moi, dans mon parcours journalistique et puis dans les choses qui m'intéressent, dans les sujets que je traite particulièrement, je passe quand même beaucoup de temps en Afrique du Nord et puis dans une partie du Moyen-Orient. Donc, du coup, je suis allée assez logiquement vers l'apprentissage de l'arabe et de l'hébreu. Voilà. Même si c'est un apprentissage qui est assez débutant, je peux pas dire du tout que je peux avoir une conversation très aboutie dans les 2 langues, mais en tout cas, je commence à améliorer mon niveau, quoi. Sinon, qu'est-ce que tu peux dire du secteur du journalisme? Est-ce que c'est facile d'y entrer? Quelle est la porte d'entrée la plus facile pour quelqu'un qui souhaite exercer ce métier? Alors moi, clairement, j'ai pas fait les bons choix en termes d'efficacité, on va dire. C'est sûr que si on a envie de rentrer dans un système très franco-français et qu'on veut être d'une rédaction française ou voilà tout de suite, c'est sûr que probablement c'est quand même beaucoup plus simple de faire l'ESLUL, par exemple, qui D'accord. est l'école de référence, la plus connue, l'école de référence, donc à la fois au niveau des contacts, etc. Et au niveau des contacts à la fois des professeurs, donc des contacts ascendants, et puis les contacts tout simplement de ces compagnies. Forcément, quand on a fait l'école là-bas, on connaît aussi tout un tas de journalistes français, quoi. Le réseau. De 1000 journalistes français. Voilà. D'accord. Donc ça permet un réseau énorme, ça c'est sûr. C'est plus simple, tout simplement. Parce que ça permet de cocher une case, quoi. Grosso modo, les employeurs savent quelle est la formation qui se passe là-dedans, dans ces écoles, et donc voilà. Donc ils piochent dedans, et puis aussi parce que quand on a fait une école en France, on a à la fois eu des professeurs qui étaient journalistes dans le système français, donc forcément c'est des contacts potentiels plus tard, et puis on a fait un stage en France, donc ça c'est forcément un début de contact. Moi, c'est pas du tout le cas, puisque j'ai fait donc l'université en Angleterre, j'ai fait mon stage en Israël, donc je suis arrivée en France avec 0 contact, 0 connaissance de comment fonctionnait ce milieu. C'est sûr que c'est vraiment pas idéal. Tu as dû vraiment faire ta place finalement. J'ai dû vraiment faire ma place, et c'est vrai que c'est un peu en ça que je regrette pas, parce qu'à la fois moi j'ai un parcours qui est de toute façon un peu atypique. J'aime que les gens s'approprient ce parcours atypique. C'est vrai que c'est CNN qui m'a vraiment donné l'impulsion. Absolument, c'est vraiment eux. Ils n'ont pas regardé mon parcours. J'ai fait des études de journalisme, pas ça. M'ont donné ma chance, et ça, c'est vrai que, c'est sûr que c'est très chouette. Et c'est donc je pense que ça dépend vraiment de sa personnalité et des choses qu'on a envie de faire. Mais voilà, moi je regrette pas le choix que j'ai fait, donc ça dépend des gens, ça dépend de chaque personnalité, quoi. D'accord. Et quel conseil est-ce que tu as des choses à ajouter avant que j'en vienne au mot de la fin, pratique de la langue? La pratique de la langue anglaise, moi je pense que c'est essentiel, c'est-à-dire que malgré tout, même quand on travaille dans un environnement qui est, on va dire, que franco-français, pour moi c'est essentiel parce que c'est pas forcément d'ailleurs l'anglais, ça peut être l'espagnol, ça peut être le chinois, ça peut être, voilà. Donc c'est une langue qui est parlée quelque part et qui a un peu un impact, on va dire, d'ailleurs même si elle n'a pas d'impact. Moi j'ai appris l'italien avec bonheur, alors que c'est parlé par que les Italiens. Je trouve que ça donne quand même quelque chose de plus.
parce qu'une langue, c'est pas juste des mots, c'est de la communication, c'est apprendre la culture, c'est rentrer en fait dans un système de compréhension de l'autre. Et je trouve que pour exercer le métier de journaliste, c'est quand même un peu la base. J'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer de faire des études de journalisme sans s'intéresser à une langue, parce qu'on s'intéresse forcément à certaines régions qui vont plus nous intéresser que d'autres. D'ailleurs, ça pourrait être aussi même une langue, ça pourrait même être un dialecte en France, par exemple. Ça pourrait être le breton, ça pourrait être le basque, ça pourrait être le corse. Je trouve qu'en fait, à un moment donné, il faut s'intéresser à ces structures-là qui sont des structures très profondes de l'esprit des gens, en fait. D'accord. Mais est-ce que la base, je dis pas ça juste pour l'anglais, mais la base, c'est parmi tous les pays, les endroits où tu as travaillé, c'est quand même l'anglais qui fait le lien, le pont parmi les personnes, ou tu as remarqué une autre langue? Est-ce que je me trompe? Non, mais oui, parce que évidemment, comme c'est la langue qui a entre guillemets été élue pour être la langue de communication internationale, évidemment que si on travaille à un niveau international, c'est quand même nécessaire. Il faut maîtriser, quoi, du coup, l'anglais. Voilà, c'est ça. C'est un prérequis. C'est pratique, voilà. Après, bon, ça dépend. Si on veut se spécialiser dans certaines zones géographiques, on a peut-être plus besoin de l'espagnol que de l'anglais, par exemple. Si on veut se spécialiser sur l'Amérique latine, par exemple, voilà. C'est sûr que. Mais c'est vrai que bon, c'est plus simple. C'est effectivement comme une forme de prérequis. On a l'anglais, puis comme ça, on est tranquille, on passe un peu partout. Après, ce qui est un peu dommage d'avoir juste l'anglais, c'est justement ça. C'est-à-dire que c'est assez lisse. On parle de la même manière avec tout le monde. Alors que connaître la langue de la personne avec laquelle on parle, sa langue maternelle à elle, là, on a accès à autre chose, je trouve, en termes d'intimité, en termes de richesse des échanges. C'est ça, exactement. Et pour terminer, quels seraient les conseils que tu donnerais aux personnes qui veulent soit même en termes de parcours académique, parce que tu as aussi parti à l'étranger, tu as appris plusieurs langues. Quels sont tes conseils pour quelqu'un de plus jeune que toi ou même quelqu'un d'ancien qui veut se reconvertir? En fait, il y a plusieurs choses. Il y a ce côté justement reprendre tout à zéro, c'est-à-dire que pour moi, on peut toujours recommencer. C'est-à-dire qu'on peut toujours même commencer et pas forcément regarder en arrière. On peut toujours se dire à n'importe quel âge, entre guillemets, à peu près. Évidemment, il y a des conditions extrêmes ou exceptionnelles qui font que c'est difficile, etc. Mais je pense qu'il ne faut jamais imaginer qu'une décision, elle est faite pour toute la vie. Et je pense que c'est une des erreurs majeures qu'on fait en disant à des gosses de 18 ans qu'ils prennent des décisions hyper importantes pour toute leur vie quand ils rentrent à la fac. Parce qu'en fait, oui, en effet, c'est important. Mais je trouve que c'est faire peser, c'est mettre sur les épaules un poids qui est énorme alors que c'est fou. 1 an, c'est absolument rien. On peut changer d'orientation à tout moment. Pour moi, le plus important, parce que j'ai fait cette erreur. J'ai fait 7 ans de droit alors que c'est pas du tout quelque chose que j'avais conscientisé comme choix en fait. Et en plus, des études difficiles qui demandent beaucoup de travail. Hein. Moi, quand tu me dis que tu as passé le barreau, que tu as fait déjà pour passer les années de droit, on sait comment c'est difficile parce que c'est une filière qui est très compétitive, où il y a beaucoup de compétition même au sein des classes. Et quand tu me dis en plus de ça que tu as passé le barreau, donc un concours, encore une barrière à l'entrée, pour finalement exercer 2 ans, je me dis, t'as vraiment suivi ton cœur, finalement. Oui, alors non, c'est parce que moi, justement, le problème, c'est que moi, j'ai le syndrome de la première de la classe. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais commencé, il fallait que je termine. Voilà, okay. Il fallait que je termine bien. Donc, c'est tout, en fait. Et justement, moi, j'ai fait cette erreur. Pendant 7 ans, j'ai continué quelque chose sans me poser la question. Parce qu'on met beaucoup de pression, parce que c'est important de faire un métier qui est prestigieux ou je sais pas quoi. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Par ailleurs, je pense que le métier d'avocat, c'est un très beau métier. Il y a des choses que j'ai aimé faire dans ce métier. J'ai adoré plaider. Je pense que c'est vraiment cette rhétorique, c'est passionnant. Mais voilà, c'était pas quelque chose qui était fait pour moi. C'est pas quelque chose que j'avais envie de faire. Et je pense qu'en fait, il est là le conseil principal. C'est se poser à un moment donné et réfléchir un peu à l'intérieur de soi-même sur qui on est, quelles sont les choses qui nous animent, quelles sont les choses qui nous passionnent, en sortant d'un carcan, qu'il soit universitaire ou académique au sens propre. C'est-à-dire que moi, quand je me suis reposé la question de qu'est-ce que j'avais envie de faire, je me suis pas dit est-ce que j'aime les maths, est-ce que j'aime le français ou est-ce que j'aime l'histoire géo, en fait. C'est pas possible de se poser les questions dans ces termes-là. C'est pas ça la vie, tout se recoupe. Donc j'ai réalisé un jour, d'ailleurs j'étais en voyage quand j'ai réalisé, j'étais sur une montagne en Bolivie et j'ai réalisé que j'aimais parler avec les gens.
que j'aimais rencontrer les gens, que j'étais curieuse et que j'avais toujours envie d'en savoir plus, que non seulement j'aimais ça, mais que je me suis retrouvée douée pour ça. Je me suis dit, ah mais en fait les gens s'ouvrent à moi, les gens me parlent et je trouve ça génial et j'adore et voilà. Et je me suis dit, bah voilà, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et ça, c'est quoi? C'est du journalisme. Mais je me suis pas dit, je vais m'inscrire à l'école de journalisme parce que c'est bien d'être journaliste. Voilà, je pense que c'est dans l'autre sens qu'il faut faire les choses. C'est regarder qui on est. Est-ce qu'on aime travailler en équipe? Est-ce qu'on aime travailler seul? Est-ce qu'on aime travailler dehors? Est-ce qu'on aime être dans un bureau? Est-ce que c'est ces choses-là qui sont fondamentales pour moi et qui manquent cruellement au moment de s'orienter, quoi. Eh bien, merci beaucoup Eva. Ce sont des conseils profonds, des réels conseils de conseillère d'orientation. Si vraiment vous ne savez pas comment vous y prendre pour choisir une filière, votre avenir professionnel ou que sais-je, eh ben, je vous invite à reprendre ce passage, noter et puis faire des traits et puis vous saurez en fait quelle décision prendre. Sincèrement, je te remercie. Bon, merci beaucoup. À très bientôt.